Soyez bénis, mon Dieu, pour ce pays du Saguenay que vous nous avez donné. Soyez bénis pour le golfe si riche et si beau dont vous l'avez bordé. Je suis arrivé à Bécomo en septembre 1973. Le provincial m'avait demandé si j'acceptais d'aller à Bécomo comme vicaire admittant avec Ernest et c'était Claude Méthode qui était nommé curé. Et d'autres demi-temps, c'était pour entreprendre la formation biblique dans le diocèse. Bon, des cours, des sessions de formation biblique pour les laïcs et également pour les universités, soit à Chicoutimi, soit à Rimouski, qui donnaient le bac en théologie sur la Côte-Nord. J'étais 4 ans dans ce travail-là, comme vicaire et comme professeur, comme enseignant l'écriture sainte dans le diocèse. Également, j'étais aumônier, dès mon arrivée, l'aumônier de la prison provinciale de Bécomo quittait et je suis allé comme aumônier à la prison de Bécomo, prison provinciale, jusqu'en 1981. Et j'ai donc poursuivi ce ministère-là, donc durant 4 ans au début, là. Et après 4 ans, comme j'avais beaucoup de sessions bibliques et j'avais beaucoup de demandes au niveau de l'université, des universités, Rimouski et Chicoutimi pour enseigner, alors j'ai abandonné le vicariat comme vicaire pour me consacrer davantage à l'enseignement biblique. Et c'est ainsi que durant les années suivantes, j'ai été, à partir de 1977, j'ai été professeur pour l'université de Chicoutimi. J'ai donné des cours à Chicoutimi et sur la Côte-Nord, à Bécomo, et à Sept-Îles pour l'université de Rimouski. En 1979, lorsque il y a eu un changement de curé, le père Claude Méthode terminait ses termes, le curé qui était destiné, c'était Julien Marie-Turbu, et qui à ce moment-là terminait un ministère à Gagnonville. Et comme Julien Marie, sa santé était fragile à ce moment-là, durant une dizaine de mois, j'ai assumé l'intérim comme curé à la paroisse Saint-Amélie, donc à partir de septembre jusqu'en mai-juin 80. Et en janvier 80, Monseigneur Hébachère, le nouvel évêque de Bécomo, qui est arrivé au mois d'août, a demandé au provincial que je puisse transférer au service du diocèse. Et à partir de septembre 80, j'ai été employé au diocèse de Bécomo comme responsable de la formation des prêtres, des diacres, des séminaristes. Et également, c'est à ce moment-là qu'on a mis sur pied l'école de la foi. L'école de la foi qui s'adressait aux laïcs. Étant responsable, je préparais les contenus, je formais des équipes. On avait 4 équipes dans le diocèse pour les 4 zones pastorales. Alors, je formais les 4 équipes et je les supervisais durant toute l'année et j'allais d'un endroit à l'autre pour soit donner du contenu, soit encore pour
aider les équipes dans leur cheminement, dans l'entretien. Ce projet-là était basé sur 3 ans. Après une première année, on a entrepris un deuxième cycle. Et on a eu donc 2 cycles qui ont fonctionné durant 4 ans de temps. Pour terminer les 3 années de service et ministère. Et à la fin, j'avais travaillé avec l'Université Laval pour obtenir qu'on puisse donner sur la Côte-Nord le bac en pastoral. Alors, on a entrepris à donner le bac de pastoral au niveau de l'université. Les cours se donnaient sur la Côte-Nord. Les cours se donnaient dans les régions sur la Côte-Nord. Et ils étaient supervisés par l'Université Laval. Durant les années où j'ai travaillé au diocèse, soit de 80 à 89, bon, de 80 à 85, donc j'étais responsable de tout le secteur de la formation. Alors, c'était à moi d'organiser toute la question de la formation. J'étais responsable de la formation des séminaristes également. Et ça m'amenait à célébrer à peu près dans presque toutes les paroisses du diocèse à l'occasion. En 1985, Monseigneur Béchard avait changé l'organisation du diocèse et j'ai été nommé vicaire épiscopal à la pastorale, devenant le premier directeur de la pastorale du diocèse de Baie-Comeau. Et durant 3 ans, j'étais donc avec Monseigneur Béchard, le directeur de la pastorale du diocèse de Baie-Comeau. Et en 1988, lorsque Monseigneur Béchard a été nommé à Gatineau, j'ai été élu administrateur du diocèse. J'étais en fonction à partir du début de mai, 3-4 mai, jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au début de janvier, lorsque Monseigneur Maurice Couture a été nommé évêque de Baie-Comeau. J'ai terminé l'année 89, c'est-à-dire de janvier à juin 89. Je l'ai terminé au service du diocèse de Baie-Comeau comme vicaire épiscopal de Monseigneur Couture. Et en juin, comme ça faisait 9 ans que je travaillais au niveau du diocèse, j'avais pris la décision d'arrêter ce travail-là, considérant que les gens avaient le droit de voir un autre que moi, et que moi aussi, j'avais le droit de voir d'autres mondes. Et c'est ainsi que j'ai démissionné de la fonction et j'ai quitté le diocèse de Baie-Comeau à ce moment-là. Bonjour, je me nomme Diane Perron, je suis originaire des Éboulements, mais bécomoise de l'âge de 6 à 60 ans. J'ai commencé à côtoyer les udistes dès notre arrivée à Baie-Comeau et je les côtoie toujours aujourd'hui. Mes parents étaient des associés. Mon frère Luc a fait sa théologie avec eux et je suis moi-même associée depuis 2022, année où j'ai commencé à travailler aux archives. Aujourd'hui, je vais vous parler de la portion de la Côte-Nord qui se situe entre Forestville et Godbout. Par où commencer pour parler de l'œuvre des udistes sur la Côte-Nord que de parler de Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie? Né à Godbout le 5 août 1893 et mort à Québec le 16 mai 1973, il est l'évêque fondateur du diocèse catholique de Baie-Comeau. Depuis sa jeunesse, il rêve de consacrer sa vie aux Autochtones de l'intérieur du pays et du Labrador. Son travail à Pessamit en est la première réalisation. Le père Charles Lebrun, son supérieur, ajoute aussi au jeune prêtre la responsabilité de curé du village et de toutes les familles installées sur le littoral. La douceur et l'intelligence du père Labrie vont vite conquérir les Inuits. Il participe à Pessamit à la construction de l'école primaire et transforme l'ancienne école en hôpital.
Nouveau curé de Pointe-aux-Outardes, il s'engage par la suite à construire une église et des écoles, engager des institutrices et gérer l'afflux de migrants en période de crise économique. Le père Labrie succède en 1937 à Monseigneur Julien-Marie Leventout comme leader religieux de la Côte-Nord. Il dira, en tant que vicariat apostolique du Golfe Saint-Laurent, la Côte-Nord commence à la rivière Port-Neuf pour se terminer à Blanc-Sablon, une distance de 1141 km. C'est mon domaine spirituel auquel il faut ajouter Anticosti. Le hasard a voulu que son premier geste d'évêque, avant même son intronisation officielle, soit la bénédiction de la nouvelle usine de Bécomo à la fin juin 1938. Un événement qui allait affecter autant la région que la suite de sa propre carrière. L'évêque devient un fervent défenseur du mouvement coopératif et en particulier des caisses populaires. Il rêve à une coopérative d'électricité en Mingani. Sa vision du développement régional s'enrichit. Il faut des prêtres et des professionnels. Une trentaine de jeunes nord-côtiers sont envoyés étudier à l'extérieur et l'évêque en finance plusieurs. Napoléon-Alexandre Labrie devient évêque du diocèse du Golfe à Saint-Laurent lors de sa fondation le 24 novembre 1945. L'année suivante, il déménage le siège épiscopal de Havre-Saint-Pierre à Bécomo. Le 17 avril 1948, en compagnie d'un groupe de citoyens, il installera ses futures institutions diocésaines de santé et d'éducation à l'ouest de Bécomo et fondera une nouvelle ville, Autrive. Il y créera un collège classique, aujourd'hui le cégep de Bécomo, des écoles primaires et secondaires, une école normale pour la formation des enseignantes, aujourd'hui l'école secondaire Serge Bouchard, son évêché et le premier hôpital régional ouvert à tout le monde, aujourd'hui le centre hospitalier régional de Bécomo. Il permet ainsi à des milliers de familles de s'installer en toute confiance dans la région Manicouagan et d'y trouver tous les services nécessaires au développement humain. Au cours de son épiscopat, il signe 3 lettres pastorales intitulées La Forêt en 1948, La Côte-Nord et l'industrie sidérurgique en 1949 et La Forêt et le problème social dans le comté de Saguenay en 1950. Revenons à Bécomo. Au fur et à mesure de l'expansion de la ville, l'érection d'églises catholiques et protestantes répondait aux besoins religieux de la nouvelle communauté. Une première église protestante, Saint Andrew, fut construite en 1937. Le Québec North Shore, propriétaire de la ville, fait don de 2 terrains sur l'avenue Marquette et la papetière finance la construction d'une église catholique et du presbytère. À l'hiver 1938, l'entrepreneur Gaston Gagné commence à creuser les fondations et à ériger la charpente d'acier. Dans une lettre datée du 19 décembre 1939, le capitaine Schmoun, directeur des installations de la ville, offrit ses services au nom de la compagnie pour aider l'Église catholique à construire une église appropriée qui ne serait pas trop élaborée, mais en même temps qui posséderait les qualités architecturales qui s'intégreraient au paysage et à l'architecture environnante de manière à la rendre attrayante. Les eudistes ont marqué profondément le paysage religieux et social du Québec, en particulier dans plusieurs municipalités de la Côte-Nord. Leur engagement dans l'éducation, la pastorale et les œuvres sociales a laissé une empreinte durable dans les localités de Regnault, Colombier, Forestville, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Pessamit, Bécomo et Godbout. À Forestville, où le père Luc Sirois a fondé la paroisse Saint-Luc, la présence des eudistes a été marquée par l'animation pastorale et la promotion des vocations. Leur travail au sein de la paroisse a permis de former de nombreux laïcs engagés et de consolider les activités de la jeunesse chrétienne. Grâce à eux, Forestville est devenu un centre d'évangélisation dynamique où les retraites spirituelles et les missions paroissiales ont joué un rôle clé. Colombier, une mission au service des plus démunis fondée par le père Arthur Galland. Colombier a bénéficié de l'engagement des eudistes dans l'aide sociale et l'éducation. Ils ont mis en place des programmes de soutien aux familles dans le besoin, organisant des distributions de nourriture et des services d'accompagnement pour les personnes âgées. Leur implication dans la catéchèse a également permis de structurer la vie paroissiale autour de valeurs de partage et de fraternité. Les villes minières de Gagnon et Fermont et les chantiers de Labréville. Il fait tellement froid à Fermont que des habitations ont été construites littéralement en murs pour protéger les autres habitations du village du temps froid et surtout du blizzard. Le village de Labréville porte ce nom sans grande surprise en l'honneur de Monseigneur Labrie. Une anecdote à ce sujet veut que Maurice Duplessis, qui était premier ministre du Québec lors de la fondation du village, mentionna à Monseigneur Labrie qu'il l'avait ainsi nommé pour souligner tout le travail que ce dernier avait fait sur la Côte-Nord.
Monseigneur Labrie ne s'en laissa pas imposer. Il répondit à Duplessis que l'Église porterait le nom de Saint-Maurice en son honneur à lui. Le père Jean Poitras a été le seul curé de Fermont. À Gagnon, on retrouve les noms connus comme Jean-Paul Leroy et Julien-Marie Turby. Ragueneau, l'héritage éducatif et pastoral, où la paroisse est dédiée à Saint-Jean-Eudes. À Ragueneau, les Eudistes ont contribué à la formation des jeunes et à l'accompagnement spirituel des paroissiens. Le père Jean Taillardat y était à la fondation en 1934 et y a œuvré pendant les 15 années suivantes. Les Eudistes ont toujours eu à cœur la formation des jeunes et cela s'est manifesté particulièrement à Pointe-aux-Outardes. Ils y ont fondé des mouvements jeunesse inspirés des valeurs chrétiennes, encourageant la responsabilité, l'entraide et la vie spirituelle. Leur action a laissé un impact durable sur la jeunesse locale qui a bénéficié d'un encadrement éducatif et pastoral structurant. Monseigneur Napoléon-Alexandre Labrie a été le premier en place, suivi des pères Ludger Lebel, Jean Taillardat qui avait été à Ragueneau et Luc Sirois de Forestville. Chute aux Outardes, une foi vivante dans la communauté. Dans cette municipalité, les Eudistes ont assuré une présence pastorale active et développant des initiatives communautaires axées sur la prière et la solidarité. Les missions populaires et les pèlerinages organisés par la congrégation ont permis de renforcer la foi et l'engagement des paroissiens. Leur influence se ressent encore aujourd'hui à travers les traditions religieuses toujours vivantes dans la communauté. Pessamite, une collaboration avec les Premières Nations entre deux périodes d'Oblats. L'œuvre des Eudistes à Pessamite revêt une importance particulière, car elle est inscrite dans un dialogue avec les communautés Innu. En mettant en place des structures éducatives et pastorales adaptées, ils ont cherché à concilier la foi chrétienne avec la culture autochtone. Leur travail de traduction et d'inculturation a permis un échange fécond entre les traditions Innu et les enseignements chrétiens, favorisant une relation de respect et d'enrichissement mutuel. Le prêtre François Pétel s'est perdu en forêt et n'a été retrouvé que 2 jours plus tard. Les villageois étaient fort heureux de retrouver leur curé. Malheureusement, il s'est noyé 2 semaines plus tard. Avant lui, le père Jean Lejolec était décédé dans un accident de chasse. Bécomo est l'un des endroits où l'influence des Eudistes a été le plus marquante. Ils y ont fondé des institutions scolaires, notamment le Collège classique, maintenant cégep de Bécomo, où ils ont joué un rôle essentiel dans la formation académique et spirituelle de nombreuses générations d'élèves. Leur engagement dans la pastorale locale s'est également manifesté à travers la direction de paroisses et l'organisation de grands événements religieux. Le dynamisme de l'Église locale, structuré en grande partie par leur action, demeure un héritage précieux. La liste des Eudistes ayant œuvré à la paroisse Sainte-Amélie est longue. Mentionnons le père Louis-Philippe Gagné, qui fut le premier, et les pères Jean-Paul Leroy, Claude Méthode, Bernard Quentin, Julien-Marie Turby, Claude Lippé, Donald Parent, Ernest Dumarest, que j'ai personnellement connu et avec qui j'ai travaillé. Le père Louis Turcotte a été le premier eudiste à être ordonné à Bécomo. Les eudistes seront toujours à Bécomo, que ce soit dans le nom de certaines rues, d'une école et de 2 résidences. À Godbout, bien que leur présence ait été plus discrète, les eudistes ont néanmoins marqué la communauté par leur engagement dans la vie paroissiale. Ils ont accompagné les familles dans les moments clés de leur existence, célébrant baptême, mariage et funérailles, et soutenant les paroissiens par une présence bienveillante et des conseils spirituels adaptés aux réalités locales. Au total, 127 pères eudistes auront vécu et travaillé sur la Côte-Nord. Profonde gratitude des gens de la Côte-Nord pour leur dévouement. Soyez bénis, mon Dieu, pour ce pays du Saguenay que vous nous avez donné. Soyez bénis pour le golfe si riche et si